là, j'ai vraiment eu cette sensation un peu, genre, expérience extatique d'avoir trouvé ma place dans l'univers, quoi. Genre, les gens viennent, j'écoute ce qu'ils me racontent et ils te racontent des choses parfois hyper intimes et hyper personnelles. Et moi, je fais juste que redessiner ce que j'ai ressenti de ce qu'ils me disent et ce qui m'a l'air évident entre ce qui a été dit consciemment et le non-verbal. C'est juste un métier d'enfant de 5 ans, quoi. Enfin, t'arrives et tu te dis, voilà, j'ai fait un dessin. Et les gens, ils sont genre, ouais, c'est trop bien. Et après, on le fait ensemble. Et on me paye pour ça. Genre, franchement, la petite fille à l'intérieur de moi, je pense qu'elle elle saute au plafond de faire ce métier aujourd'hui, quoi. C'est trop mignon. Bon, c'était la séance déclaration d'amour. Bienvenue sur le podcast Méditation du tatouage. Tous les médias de méditation, c'est mon angoisse personnelle. Ça me stresse, ça moi, me je trouve descend ça pas. trop... Tu sais, les gens qui te parlent de la méditation et qui te demandent d'être calme. Moi, j'ai un TDAH en plus, donc je suis en mode, si tu me demandes d'être calme, je vais avoir peur et je vais pas y arriver. Mais moi, juste Alors le que fait... si tu me laisses, je Ouais. vais me calmer toute seule. mais moi, juste le fait que les gens parlent lentement, mon cerveau, il est en mode... Genre, j'ai envie d'écouter ça en plus d'eux, tu vois. Parce que tellement ça me tend, je suis en mode, qu'est-ce qui va se passer après, Va tu vois. plus vite, bordel. Putain, va plus vite. Et pour te dire à quel point mon cerveau va vite, il y a une fois, j'étais en train de monter un épisode, je te jure, c'était l'épisode avec Absolution, Mathilde, et je m'écoute, et là, je me dis, attends, mais j'ai l'impression d'avoir mis ça en x2, parce que là, c'est pas possible, je pars hyper vite, tu vois. En plus, c'est Et compréhensible. en fait, t'as ton rythme normal. Et en fait, le moment où je me dis, non mais attends, là, c'est pas possible, je suis en train de parler super vite, je dis, je suis super heureuse, donc je vais parler très vite. Ah, ok. Donc j'étais en mode, waouh, ça devrait être un enfer. Et je sais pas ce que j'ai mangé ce jour-là, mais j'étais une petite Moi, je m'en pile. rends pas trop compte, mais comme je suis neuroa, je connecte plus avec... Enfin, ça me surprend moins, les gens un peu loufoques, parce que je le suis aussi. Je pense que ça me parle plus que les gens. D'habitude, je regarde les comptes Instagram des gens. Oui, je récupère... je me suis demandé, du coup, au fur et à mesure, ce que t'allais voir. Mais en fait, je me suis perdue complètement dans ton compte Insta. Parce qu'il se passe tellement de choses. Ok. Mais parce que je pense, tu travailles beaucoup au projet, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais, et puis pendant longtemps, j'ai mélangé mon Insta d'artiste et de tatoueuse. Parce que je suis arrivée à des dessins avec des feutres, ou plein de couleurs en fait. Il y avait plus de couleurs avant. Sur des vraies feuilles, enfin, ou alors c'était un effet stylistique. Mais ton compte Insta, il est hyper... J'aurais dû prendre mon portable pour regarder avec toi. Déjà, ce que je trouve cool, que t'as une petite présentation de toi-même. Ah ouais, community manager a tapé sur le cerveau de la loutre pour lui dire il faut poster, il faut qu'on voit ta tête. Donc j'ai fait le travail. Mais j'adore cette photo. C'est un professionnel qui a fait ça ? C'est un ami photographe que j'adore, avec qui on se fait des sessions photos pour le plaisir, souvent en pleine nuit, parce que ça nous fait kiffer. J'ai posé pendant longtemps en loisir, et en fait c'était la récréation. Pour une fois, c'était pas moi qui créais, entre guillemets. Et j'étais plus la matière que l'artiste, quoi. Et du coup, c'était trop cool parce que je lâche mon cerveau et c'est pas moi qui réfléchis. Et après, c'est le jeu de voir des images de toi sous un autre angle. Et en même temps, c'est pas toi, c'est une création. Je suis une dingo, enfin, j'adore faire des conneries. Donc, je suis une bonne modèle parce que, genre, tu me branches sur un truc, je vais toujours dire « Ah ouais, vas-y, viens, on essaye !» Et du coup, ouais, je trouve que c'est une super belle photo. Elle est vraiment magnifique et on peut voir tes tatouages et tout. Avec la petite intro, moi je trouvais que ça faisait vraiment très très beau quoi. Ah, cool. Ça mettait en valeur déjà toi, un peu ton aura, avec la petite description. Je trouvais ça très sympa. Et ça permet aussi de visualiser un peu la personne par qui tu vas te faire tatouer, tu vois. Ouais, je pense qu'aujourd'hui sur Instagram, les gens ils ont besoin de plus te voir toi que de voir ton travail. Il faut suivre le mouvement, quoi. Mais c'est pas complètement stupide parce que du coup ça permet aussi de véhiculer un peu cette image il y a les trends d'Insta qui sont chiantes et qu'on subit tous, et du coup ça permet d'envoyer aussi le message aux gens de quitter derrière tout ça, quoi. Bah les trends d'Insta, je pense qu'il faut prendre ce que t'aimes bien et laisser le reste, quoi. Bah sinon tu vis plus, quoi. Maintenant je suis plus du tout anxieuse par rapport à ça, mais j'ai eu une relation avec Instagram pendant 1 an qui a été plus que toxique, quoi. Mais quand c'est ton travail, quelle anxiété. Est-ce que t'as vu
que maintenant, toutes les semaines, il t'envoie un petit bilan. Non, tu regardes pas. Ah, j'ai pas eu ça. Alors que moi, il est vraiment en mode, t'as posté 3 fois, regarde ce graphique qui montre la comparaison avec la semaine dernière. Ah oui, moi je vois des fois que plus ou moins que la semaine dernière, mais je fais plus. En fait, j'ai pas le temps. En fait, c'est ça qui est cool, c'est que j'ai pas du tout le temps. Et comme je suis dans un nouveau shop trop cool avec des humains merveilleux et qu'on se filme entre nous, et du coup, c'est vraiment redevenu le plaisir de prendre des photos, de filmer, de rigoler. Et je suis revenue à ce plaisir de Instagram il y a, oh mon Dieu, il y a genre 10 ans. Tu peux dire 20. Où du coup tu postais juste pour le plaisir de poster parce que c'était drôle de se plier au jeu. Et j'avoue que ça c'est quand même une grosse révolution parce que franchement il y a 1 an et demi, 2 ans j'avais un rapport à Instagram complètement passif-agressif quoi. Bah, c'est quand c'est ton métier. Ça Ouais, me... puis je trouve que nous les tatoueurs on n'a pas, tu vois, il y a des plateformes, il y a Doctolib pour les médecins, il y a Treatwell pour les soins, Uber Eats pour la bouffe, et nous on n'a toujours pas vraiment de plateforme à nous. Il y en a quelques-unes qui sont en train de se créer. Et en fait, on subit tous Instagram. Et du coup, quand t'es tatoueur, tu vois plein de boulots de tatoueurs défiler sur ton compte. Du coup, tu regardes, parce que en général, on est quand même des gens qui sont sensibles au visuel. Et il y a vraiment des moments où je regardais le travail des autres et je me disais, putain, je fais vraiment que de la merde. Et ça me déprimait. Et du coup, je regardais plus. En fait, à un moment donné, je me suis dit, ok, on revient à l'essentiel. On arrête de regarder les autres. Instagram, c'est pour montrer ton travail, pas pour aller scroller. Et du coup, j'ai complètement arrêté de scroller, quoi. Où je me suis remise à chercher et à scroller sur d'autres intérêts de ma vie qui n'ont rien à voir avec le tatouage. Ça rafraîchit, quoi. Mais ouais, faut garder une sacrée distance, je trouve, avec Instagram, quoi. Bah, en fait, le problème, c'est que quand tu rentres dans la boucle de te comparer, ce qui est un peu l'effet recherché, parce que justement, ils sont en mode tu fais des tatouages de papillons, voici 40 000 tatouages de papillons. Et du coup, si toi, tu as cette vision-là de se dire bon, celui-là, il a fait comme ça, cette meuf, elle a fait ça, Ils tu ont fait vois. mieux que moi. C'est appuyer un peu son fond quand ton métier dépend de ça. Mais après, je sais pas, tu vois, s'il y a des plateformes pour justement des tatou artistes, je sais pas ce que ça donnerait. Ça commence Ouais. à exister. Il y en a une très chouette qui a plus de succès en Europe qu'en France, en tout cas précisément, qui s'appelle Booking. Mais je pense parce que le staff est principalement pas que français. Et du coup, ils ont pas, je pense qu'ils n'ont pas encore réussi forcément à choper, parce que c'était super bien. Enfin, tu mets vraiment ta galerie, ça fonctionne un peu comme Insta. Et surtout, les gens peuvent chercher par thématique ou par Ouais. ville. Et du coup, tu es moins noyé dans ce truc où Instagram va te proposer 1 million de tatoueurs. Tu sais pas où ils sont, tu es un peu perdu. Et là, j'ai l'impression que au shop, on a l'impression que les gens nous trouvent vachement plus par Google. Oui, bah Parce quand qu'ils sont ouais. tellement saturés par Instagram qu'en fait, tu finis par revenir à l'ancienne version où tu vas taper tatoueur près de chez moi sur Internet. Mais moi, ça par exemple, tu vois, je le ferai pas. Bah, Je l'ai fait pour le premier ouais, tu sais pas tatouage. sur quoi tu vas tomber, quoi. Ouais, tu le fais pour le premier. Après, tu trouves ton tatoueur qui te plaît. Mais après, je trouve ça cool parce que moi, j'ai trouvé du coup le premier endroit où je me suis fait tatouer. Et après, j'ai trouvé des artistes. Et en général, d'artiste en artiste, tu te crées un bon petit. Un C'est un petit fil. bouc. Ouais, de ouf. Maintenant, tous mes tatous, les personnes qui me tatouent maintenant, c'est que des gens que je retrouve via ce podcast parce que à chaque fois, je me dis, oh, ça a l'air sympa ici. Et Ah tout. bah oui, du coup, toi, tu dois te faire une bibliothèque d'artistes et de connaissances, du coup, avec le podcast. Ça doit être... Ouais, mais je suis très. Je suis pas douée pour la communication humaine. Je sais pas comment écrire ça. Tu vois, j'ai du mal à. Dixit, la nana qui fait quand même des podcasts de discussion humaine de ouf. En fait, le truc, c'est que si je te croisais dans la rue et tout, si on se voyait en live, je suis beaucoup plus douée pour être en mode coucou, créer une relation amicale, ou genre juste être en mode ah, je vais prendre de tes nouvelles, comment ça va et tout. Mais par message, j'ai l'impression que je suis hyper cringe et je mets des points d'exclamation partout. Parce que si je l'aimais pas, j'ai l'impression que je suis agressive. Donc je suis un peu d'être en mode. Mais la personne qui doit recevoir ça, d'être en Mais mode. ouais, moi, j'aurais jamais pensé que le tatouage me montrerait à quel point je suis dans la... Enfin, je suis dans la connexion humaine, mais je pensais que j'étais pas sociable, quoi. Mais Et moi en fait, aussi, c'est hein. ouf, genre... Mais du coup, c'est marrant, quoi. Enfin, je vais être hyper présente, hyper dans l'échange pendant toute une journée de tatou et toute une semaine. Et le week-end, je rentre chez moi et je ne rêve que d'une chose, c'est d'être dans le silence, seule, à faire mes trucs et à pas avoir de... Parce qu'en fait, je donne tout pendant le tatouage et dans le qualitatif, quoi. Du coup, après, j'ai besoin de
de respirer et de calme, quoi. Mm. Tu peux pas, à la fin, des fois, à la fin d'une journée de tatouage, tu sais, tu te retrouves à aller à un événement, à rejoindre quelqu'un ou à boire un verre et tu rencontres des gens que tu connais pas et du coup, tu fais quoi dans la vie? Et là, tu te remets à parler tatouage et en fait, tu sens que ton cerveau, il est en mode autopilote et que toi, derrière, t'es affalé sur un canapé, roulé dans un plaid en mode j'en peux plus. Et ouais, faut faire des pauses. Mais une fois, ça m'est arrivé, je sais plus ce que c'était. Et je rencontre quelqu'un et la personne me demande ce que je fais. Et vraiment, j'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai répondu autre chose, je sais plus ce que j'ai inventé. Et c'était pas très loin de la réalité, mais c'était vraiment pas du tatouage, quoi. Parce que vraiment, il y a eu un truc où mon cerveau, sans me consulter, a dit on ne parlera pas de tatouage aujourd'hui. Et j'ai inventé un boulot en mode comme ça, genre je suis fleuriste, tu vois. Mais tu devrais à chaque fois, je suis RH. En vrai, c'est hyper fun. Tu changes de profil tous les jours, tu deviens une nouvelle personne. Moi, je pense que je pourrais pas parce que je suis la pire menteuse de tous les temps. Genre, je reverrai la personne, je serai en mode as-tu vu Ouais, par contre, le flip, tu recroises la personne. Bah, t'étais pas fleuriste? Ah ben non, je t'avais dit que je faisais de la menuiserie, des petites tables et tout. Moi, je suis fleuriste, je suis spécialiste dans les fleurs, dans le tatouage. Oh, oh, terrible. Non, par contre, du coup, en parlant de métier, avant d'être tatoueuse, Ah, tu faisais de la peinture sur verre. ouais, avant d'être tatoueuse, j'ai fait 10 ans de vitrail et de travail du verre, mais spécialement de peinture sur verre. Du coup, j'ai pas vraiment travaillé pour du vitrail précisément. J'ai bossé pour des amis, en fait, comme j'étais dans un atelier collaboratif, une sorte de pépinière de jeunes artistes. Je faisais la peinture sur verre pour quelques amis qui avaient des commandes de vitraux classiques ou de restauration. En fait, je faisais mes œuvres à moi sur verre, donc des sortes de cadres avec de la peinture sur verre ou des objets. Enfin, en fait, j'ai toujours été branchée par plein de techniques et plein de volumes, donc je faisais un peu plein de choses différentes. Et c'était merveilleux, c'était ouf. D'ailleurs, j'ai gardé ça, même si j'ai plus le temps de pratiquer en ce moment. Je retourne des fois chez les copines qui ont des ateliers pour refaire des pièces de verre. Et ça m'a vachement apporté parce que j'ai toujours aimé la transparence, quand même, c'est un truc assez récurrent. Du coup, je pense que même maintenant, dans le tatouage, alors déjà, j'ai toujours dessiné sur papier calque, parce que ma mère était dessinatrice publicitaire quand j'étais gosse. Donc j'ai appris à dessiner. Je décalquais les dames sur la redoute et je créais des personnages, tu vois. Enfin, et du coup, j'ai toujours eu cet amour de la transparence et de la subtilité de couches superposées. Du coup, le vert, ça faisait sens aussi. Et maintenant, même dans le tatouage, je me rends compte que j'essaye d'avoir cet effet de couches en transparence, soit par quelque chose de très aquarelle ou qui se dégrade, ou de trouver comment je peux faire passer de la fumée ou une ombre par-dessus, par-dessous. Mais ça, c'est plus sur des très grosses pièces. Mais ça, c'est le kiff absolu, quoi. Ça, c'est des trucs que je pourrais te faire vraiment tout le temps, quoi. Free-end avec transparence, quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait, du coup, arrêter la peinture sur verre pour passer au tatouage? Je crois que j'ai toujours été branchée tatouage. Quand j'étais au collège, je dessinais au marqueur sur les gens dans la cour. Et il y avait déjà ce rapport au corps et au dessin sur corps. Puis moi, j'ai des parents qui travaillent dans l'érotisme, et du coup, il y avait ce rapport au corps aussi. Enfin, le tatouage, c'est pas forcément érotique, mais il y avait un rapport à la sensualité, au corps qui était déjà présent dans mes yeux, quoi. Et en fait, j'ai toujours cherché le volume, donc je suis allée dans le verre parce que j'avais envie de fabriquer des méduses en volume. Et c'était pas ça. Et puis, je me suis remise à faire de la peinture sur verre parce que j'étais surtout douée en dessin. Puis, j'ai eu une première rencontre dans le milieu du tatouage qui était franchement catastrophique. Je ne citerai aucun nom. Et du coup, ça m'a un peu dégoûtée. Donc, j'ai pris mes distances. Je me suis dit non, mais je veux pas en entendre parler parce que j'étais le profil de la nana assez d'apparence délicate et du coup, pas trop le mood du tatou à l'époque. Du coup, j'ai lâché l'affaire. Et puis, 6 ans plus tard, j'ai fait une formation de graphiste en plus de la peinture sur verre et tout ça. Et je me suis rendu compte que j'apprenais plein de trucs, c'était trop cool, mais que j'étais encore là parce que je voulais légitimiser des trucs et je voulais pas toucher les trucs importants. Et j'ai eu ce diplôme dans une école privée. C'était atroce, ça a été la pire année de ma vie. Mais je suis hyper fière parce que j'ai eu le diplôme. Alors qu'à la moitié de l'année, je me suis dit merde, en fait, ça a du sens pour moi. Et si je me lance pas, je vais le regretter un jour, quoi. Et du coup, en plein milieu d'année, hyper intense, hyper chargée, j'ai acheté ma première machine.
J'ai rappelé tous les copains qui me fatiguaient à me demander leur dessin de tatouage alors que je voulais pas entendre parler de tatouage. Et YOLO, c'était parti. Et je me lançais toute seule avec personne autour de moi pour parler de ça. Et en fait, je pense que le fait d'avoir fait de la peinture sur verre, d'avoir fait du dessin, d'avoir fait de la menuiserie, d'avoir touché à plein d'outils différents fait que j'avais une espèce de plasticité pour la découverte de l'outil. Et comme je dessinais toujours beaucoup, j'avais une fluidité de la main et ça avait tellement de sens que ça a pris tout seul, quoi. Et là, il y a eu vraiment cet effet de... En fait, c'était ça le volume que je cherchais. C'était pas de la sculpture ou pas de fabriquer des objets, c'était en fait juste de pouvoir appliquer mes dessins sur un volume qui est hyper subtil, la peau, parce que ça reste, ton dessin il reste à plat, mais en même temps ça tourne et ça change. Et là j'ai vraiment eu cette sensation un peu, genre expérience extatique d'avoir trouvé ma place dans l'univers, quoi. Genre les gens viennent, j'écoute ce qu'ils me racontent et ils te racontent des choses parfois hyper intimes et hyper personnelles et c'est un sacré privilège de pouvoir écouter tout ça. Moi, je fais juste que redessiner ce que j'ai ressenti de ce qu'ils me disent et ce qui m'a l'air évident entre ce qui a été dit consciemment et le non-verbal. C'est juste un métier d'enfant de 5 ans, quoi. Enfin, t'arrives et tu te dis, voilà, j'ai fait un dessin. Et les gens, ils sont genre, ouais, c'est trop bien. Et après, on le fait ensemble. Et on me paye pour ça. Genre, franchement, la petite fille à l'intérieur de moi, je pense qu'elle elle saute au plafond de faire ce métier aujourd'hui, quoi. C'est trop mignon. Oh, c'était la séance déclaration d'amour. Non, c'est trop chou. Après, pourtant, le début était très... Il fallait s'accrocher, quoi. C'était très conflictuel. Tu sais, des fois, dans la vie, j'ai l'impression que plus ça te fait peur, plus t'as quelque chose à gagner qui est inverse à la peur que t'en as. Et du coup, j'ai vraiment traîné pour y aller. Je me posais plein de questions. Je me sentais pas légitime. Je me sentais pas du tout dans le même mood que la plupart des gens qui étaient dans le tatou. Et puis du coup, j'ai pris le temps d'y réfléchir et de laisser les choses maturer sans m'en rendre compte. Et puis un jour, je me suis dit, merde, en fait, je vais attendre d'arrêter d'avoir de la validation de quelqu'un. Puis il y a ce truc dans le tatou aussi où t'as pas d'école. Dans la peinture sur verre, tu passes un CAP et des diplômes et tu fais tes premières expériences dans une entreprise de vitrail et du coup, t'es validé, quoi. Là, il n'y a personne pour te valider, quoi. C'est à la niaque et en même temps, il faut slalomer entre ceux qui ont un ego surdimensionné et les gens qui vont pas forcément être de bons conseils et trouver les gens qui sont des gens chouettes pour t'accompagner et te conseiller. Et c'est assez ouf. Enfin, là, tu vois, ça va faire 8 ans. Je m'approche de la dizaine quand même. Et j'ai passé 6 ans de ma vie à tatouer toute seule dans un tout petit shop privé que j'avais ouvert et à faire les choses vraiment comme une petite souris, un autiste dans mon coin, genre je veux pas me faire remarquer et Inch'Allah ça marche, quoi. Au fur et à mesure, avec le temps, j'ai rencontré des gens chouettes, par hasard, et puis j'ai fini par atterrir dans un shop, seulement maintenant, ouvert sur rue avec des gens, et je me rends compte que c'est des gens incroyables humainement, et je me dis en fait, ça valait le coup de pas chercher à suivre un trajet normé et de juste m'écouter parce qu'aujourd'hui je suis dans un shop pour de vrai et je suis dans un shop avec des gens incroyables qui ont les mêmes valeurs que moi, qui ont les mêmes passions, qui sont passionnés, qui sont hyper différents mais qui aiment partager. En fait, ça faisait sens de prendre son temps et de suivre la fluidité. Enfin, ma vie ne se passe jamais comme prévu. Je vais avoir 34 ans, je me dis que en fait, j'ai arrêté de suivre le scénario, je laisse les choses arriver. Finalement, c'est le meilleur scénario possible, quoi. Bah, tu sais, il n'y a pas vraiment de scénario, c'est vraiment juste... Enfin, il y a un scénario, mais qui est forcé. T'as toujours le classique, et après, des gens fifous, tu vois. Oui. Des gens qui tentent des trucs. Et les gens fifous, on dit fifous, mais c'est vraiment la personne qui travaille à son compte, quoi, qui dessine sur des vitres, et des gens. Là, ils sont en mode, c'est des gens, mais vraiment fous, quoi. C'est ouf. Mais moi, j'ai grandi dans un... Mes parents font un boulot dans l'érotisme, du coup, c'était déjà pas trop dans la norme. Ils fréquentaient plein de gens différents. À la maison, il y avait des artistes, des drag queens, des personnes trans. Et du coup, j'avais déjà un espèce de milieu où évoluer. Enfin, ma norme à moi, c'était ce qui est entre guillemets anormal. Moi, j'ai déjanté quand je suis arrivée au collège-lycée et que j'ai commencé à vivre des insultes. Donc, on m'a dit t'es bizarre. Je suis rentrée de l'école et j'ai dit à ma mère, maman, je comprends pas, on m'a traité de... Mais du coup, c'est un problème.
Et ma mère m'a dit, ok, bon, alors tout se passe pas comme chez nous. Et en fait, j'ai toujours choisi des trucs. Enfin, j'ai grandi dans un milieu où tout était très libre. Du coup, c'est pas du tout bizarre pour moi d'être devenue tatoueuse et de faire 3 métiers différents. Mais du coup, ouais, des fois, je me rends pas compte. Puis quand je parle avec des gens et je leur dis, toi, tu fais quoi dans la vie En fait, c'est pas genre la question de merde, tu fais quoi dans la vie pour étiqueter. C'est vraiment genre, en fait, c'est quoi ton boulot? Parce que ton boulot, c'est forcément ta passion, quoi. Et des fois, les gens me répondaient, je me rends compte que tout le monde ne vit pas de sa passion, quoi. Ça me briserait le cœur. Premier jour du collège, mon enfant il arrive et me dit on m'a insulté, une insulte homophobe. Oui. Mais qu'est-ce que. Je pense que je serais là en mode. Vraiment. Ça vaccine, quoi. Et en même temps, comme à la maison, tu sais que tout ça, c'est pas un souci, tu trouves, tu te dis plus, ok, dehors, c'est un peu la merde. Mais Le au problème, moins, je sais que c'est pas forcément partout pareil et que chez moi, c'est safe. Et du coup, tu t'adaptes pour gérer dehors, quoi. En vrai, je suis désolée, j'ai rigolé, mais parce que genre, j'imagine trop quelqu'un trop mignon, tu vois, et t'arrives et le monde c'est de la merde, et tu découvres, c'est vraiment toi qui dis, mais dehors c'est pas bien en fait. Mais ouais, j'ai vraiment déchanté, je suis vraiment rentrée en regardant ma mère et en lui disant, j'avais pas compris. En plus, en vrai, tes parents, même si c'est pas forcément leur milieu, tu vois, genre ils auraient pu être dans le milieu de l'érotisme et être des gens hyper corporate capitalistes, Oui. tu vois. C'est vraiment genre juste des gens hyper, je me permets, genre hippie quoi. Il y a un peu de ça. Après, c'est marrant. Les gens s'imaginent forcément, c'est des métiers où tu t'imagines des choses. Et en fait, c'est trop drôle. Ils font un métier complètement loufoque. Et en même temps, ma mère, elle est hyper casanière. Elle a une phase depuis 10 ans où elle met que des espèces de grosses polaires moumoutes peluches. Tu vois, genre, C'est exactement je ce l'appelle maman qu'imaginais. peluche. Tu vois, genre, c'est pas du tout. Et les gens s'imaginent. Voilà, tu bosses dans l'érotisme, donc ils s'imaginent forcément quelqu'un de hyper désirable, hyper fantasmagorique, qui sort, qui vit des expériences sexuelles incroyables. Et en fait, ma mère, c'est une personne normale comme tout le monde. Genre, des fois, elle rentre chez elle et elle a qu'une envie, c'est de se foutre en pyjama devant sa télé et de plus entendre parler de boulot de la journée parce qu'elle a parlé de trucs érotiques et de cul toute la journée, en fait. Non, mais en plus, oui, je suis d'accord. Mais je pense que les gens, ils s'imaginent ça parce que ça fait partie du fantasme d'utiliser certains trucs, tu vois. Je Complètement, ouais. pense que c'est vraiment dans ce truc-là de... Et la personne qui a designé ce sex toy s'est dit... Oh, bah en fait, alors que c'est vraiment juste, bon, la batterie Jean-Pierre, il faut... Enfin, tu vois, je pense que le cahier de charge de certaines choses utilisées dans la sexualité, ça va être le truc le moins sexy que t'aies vu de ta vie. Ouais. Genre, ça doit être vraiment plastique, sans parabènes, batterie. Ah ouais, puis mes parents, ils sont dans le bijou en plus. Et du coup, les normes dans le bijou, c'est aujourd'hui pour la santé, c'est hyper intense. Enfin, on va te faire chier pour... t'as pas le droit d'avoir de nickel. Ce qui est une bonne chose en soi, c'est pas bon pour la santé. Mais genre, on va te faire chier pour genre 0,03 microns de nickel sous 3 couches de dorure et de... Donc en fait, il y a littéralement, chimiquement, aucun risque avant genre 1 million d'années que ça se dégrade et que ça atteigne ta peau. Mais par contre, quand tu vois ce qu'il y a dans ta bouffe et dans ce que tu peux consommer tous les jours et le plastique et tout, tu te dis, il y a un petit non-sens. Et ça c'est les vrais problèmes de la vie de tous les jours de quelqu'un qui fait des bijoux érotiques, tu vois, genre ça n'a aucun sens. Il y a, c'est comme dans plein de choses, quoi. Il y a genre, il y a 20% 10-20% d'inspiration et de travail et vraiment d'imagination et de fantasme pour créer quelque chose de beau. Et après, il y a combien ça va coûter à monter, combien de mètres de chaîne il faut, combien le doreur, combien les charges, combien les taxes, combien ça nous coûte de l'envoyer à Paris ou à l'autre bout de la planète. C'est genre vraiment le job le plus lambda Voilà quoi. Ouais. Du coup, au final, t'arrives, toi, t'es tatoueuse, ça reste quand même... Dans la gamme de la famille, ouais, il n'y a personne qui est surpris. Ma mère a un tout petit peu, au début, essayé de me dire c'est une grosse pièce quand même, tu vas en faire encore d'autres. Et j'étais, maman, je suis tatoueuse et j'ai franchement pas beaucoup d'endroits à tatouer. Je pense que pour une maman de tatouer, tu peux t'estimer plus que heureuse parce que j'ai quand même une machine à la maison. Genre, ce serait facile de se remplir très très vite. Maintenant, c'est juste trop drôle, quoi. Je rentre, elle me dit alors, t'as fait quoi aujourd'hui? Fais voir.
Ouais, chez nous, c'est un peu... Je crois que c'est normal dans la famille de faire des jobs pas normaux. En fait, c'est devenu la norme chez nous, quoi. Alors, avant de parler de ta pratique du tatouage, Ok. moi j'ai quelques questions sur tes tatouages sur le crâne et sur la lèvre. Qu'est-ce qui s'est passé à quel moment de ta vie? Est-ce que tu penses que tu auras toujours cette coiffure du coup? Oh non, je sais pas. Bon, la coiffure, c'est un sujet. En général, pour les gens, c'est un truc assez important. Les cheveux, c'est un peu sacré. Moi, j'ai toujours été du genre à pas changer de coiffure pendant très longtemps. J'avais envie de ça longtemps. Je me suis rasée comme ça bien avant d'avoir envie de me tatouer. Parce que du coup, radiophoniquement, enfin, pour décrire, J'ai un... Merde, comment on dit en français déjà? J'ai un mohawk. J'ai une iroquoise en fait. Donc, je suis rasée, j'ai un side cut des deux côtés. mohawk, mais les cheveux longs, tu vois. Voilà. Du coup, ça fait un petit bun. Voilà. Mais par contre, t'as les Parce que petits. j'ai souvent un gros chignon sur le crâne. Avec les petites mèches sur le côté quand même. Ouais. Ça adoucit un peu. Ouais, je trouvais que c'était un peu plus léger. J'ai des... Comment ils disent déjà? Des pattes. Des pattes, ouais. Ça fait des petites bouclettes. Et non, je me suis rasée parce que j'avais envie. Mais des deux côtés. Ouais, Symétrique. d'un coup. J'ai eu une petite phase où j'ai genre fait un espèce de shortcut d'un côté approximatif et très vite j'ai dit non mais en fait on va faire les choses pour de vrai quoi. Et puis le tatouage que j'ai sur le crâne, oh. J'explique pas toujours, je suis quelqu'un de très symbolique et très rituel et pour autant j'explique pas trop mes tatous. C'est juste mes tripes qui parlent et je suis. J'ai toujours eu une espèce de fétichisme ou je sais pas comment expliquer ça avec le papillon de nuit. Et un jour, je regardais un dessin que j'avais fait d'un personnage pour un bouquin sur lequel je suis en train de travailler. C'était une espèce de femme papillon de nuit. Et je regardais le personnage avec les ailes et tout ça. Et puis je me suis dit, il faut que je lui fasse les antennes comme ça. Et d'un coup, je me dis, putain, mais en fait, c'est pas logique. Moi aussi, je devrais avoir mes antennes, quoi. Et c'est arrivé comme ça, genre juste fluidement, quoi. Et donc j'ai contacté une tatoueuse que j'avais croisée sur un salon qui était une pote d'un ami parce que jusque-là je me suis toujours tatouée toute seule. Et du coup genre aller voir un tatoueur pour quelque chose pour moi c'était genre vraiment le bout du monde et ça me faisait hyper peur. Et puis en fait on avait super bien accroché, on avait un univers un peu commun. Et je lui ai dit est-ce que ça te brancherait de faire des antennes de papillon de nuit sur un crâne quoi. Et c'est parti comme ça. C'est assez subtil parce que les gens prennent souvent ça pour des fougères. Moi, je Ou pensais des que c'était plumes. des plumes. En vrai, je m'en fous que ça soit pas forcément reconnaissable, c'était important pour moi. Et puis la plume ou la fougère, c'est aussi quelque chose qui me parle beaucoup. Je suis une amoureuse des fougères, donc on est dans le thème. Et puis c'est vrai que du coup, il y a ce truc aussi de si un jour je me laisse pousser les cheveux, ça se verra un peu dans ma nuque, mais en fait, c'est à moi, c'est mon tatouage, quoi. Et Oui. moi, j'ai un rapport au tatouage qui est assez secret. Enfin, pour l'instant, j'ai pas, à part mon crâne, j'ai pas de méga pièce hyper visible. Et je m'en fous, enfin, c'est pour moi d'abord. Donc en fait, j'ai des très grosses pièces qui sont dans des zones qui sont rarement exposées. Et je les fais pour moi parce que ça a du sens pour moi, quoi. Donc il y a un rapport assez secret et intime sans être voulu forcément, quoi. Après, oui, c'est vrai que si tu te fais pousser les cheveux, t'es juste un papillon de nuit, mais incognito, tu vois. Voilà. Un peu Et ça, caché. c'est un truc qui m'a toujours parlé. Les insectes, je crois que ça me parle parce qu'il y a ce côté mimétique où en fait tu les verras pas, ils sont dans une plante. Et c'est un système de défense qui est très peu agressif, qui est hyper dans la délicatesse. Et moi, je suis très dans la délicatesse, du coup, ça me parle vachement c'est d'avoir ce truc où, genre, où en fait, pour me défendre ou éviter quelque chose, et ben, je vais juste disparaître dans la masse. Et hop, tu m'oublies parce que tu me vois plus. Donc, ouais, papillon de nuit. Ça décrit très bien un peu ton aura. Tu vois, une personne qui essaie de se fondre dans la masse, qui vit sa vie sans gêner personne. Parce que les insectes, en vrai, genre dans le monde animal ou réel, Ils sont un peu passe-partout, ils quoi. sont passe-partout et ils se mangent pas entre eux. Enfin, rarement. Peut-être Oh, que il y a quand même des petits... Il y a des petits trucs, mais j'ai l'impression que il y les a un insectes, petit ils sont... règne des minuscules, quoi. Mais, Après, mais ils sont... c'est tellement discret et petit Ouais. qu'en fait, on le voit moins, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des phases insectes. J'ai jamais trop aimé les insectes, mais j'ai vu le film Fourmise. Il y avait 2 films de fourmis quand on était petit. Ah oui tu- Je crois que Fourmise, je l'ai jamais vu, mais moi j'avais adoré. Moi je suis une dingue d'insectes depuis gamine en fait. Donc, mais j'avais adoré Mille et une pattes.
C'est peut-être ça. En fait, il y a 2 films de fourmis qui sont sortis Parce quand que moi dans j'étais Mille et jeune. une pattes, en fait, il s'en va pour sauver sa colonie parce ils sont maltraités par des sauterelles. Et il rencontre un espèce de cirque d'insectes et c'est que des outsiders. Et ils Oui, sont trop cool. Et moi, j'adore. J'ai un gros intérêt restreint spécifique pour le cirque aussi. Et du coup, j'étais là, genre, ouais, c'est des insectes dans un cirque. Moi, j'achète. Et je suis partie dedans à fond, quoi. c'est pas celui-là. Mais il y en a un autre où vraiment il y a des scènes de guerre. On l'a revu vraiment, genre. C'est hyper violent, on dirait vraiment genre des vrais Ouais, films. ça doit être Fourmise, du Ça coup. doit faire super peur. Bah, les dessins animés d'il y a quelques années, c'était vachement plus. Ouais, ils en avaient rien à faire. De ouf. Ils sont en mode on fera des poissons, ils vont être sexy et ils vont se faire bouffer par un gros requin. Enfin, Oui. t'es en mode le pitch. Aussi ce matin, je regardais, je scrollais, on va pas se mentir, sur mon portable. Et c'était quelqu'un qui faisait une blague qui disait dans Zootopie, Disney, il ose pas faire de bisous entre bah, du coup les 2 personnages de Zootopie. Je sais pas si tu vois, il y a un Ouais. lapin et un renard. Et il était en mode meanwhile dans DreamWorks et c'est que. Vraiment, il marie n'importe où. Et du coup, ça a débloqué pour moi le fait que je me suis souvenue, c'est vrai que l'âne dans Shrek, il épouse le dragon. Grave. Et là, j'étais en mode, c'est vrai qu'ils ont des. Enfin, Ah ouais, le message so queer, quoi. Genre, vraiment, il y a un sous-texte. c'était vrai. Mais Shrek, c'était surprenamment. Il y a un million de second degré dans Shrek et Mais moi, de j'adore. grille de lecture, ouais. Moi, une de mes scènes préférées dans Shrek 2, c'est que quand ils se font arrêter par la police, qui sont des chevaliers, C'est l'herbe à chat. l'herbe à chat, je trouve ça excellent, mais le top pour moi, le goat de la blague, c'est ils prennent le chat et lui mettent du poivre sur les yeux pour le pepper spray. Et vraiment, il y a genre 3 chevaliers avec des moulins à poivre. Ouais, trouve ça c'est vrai que les exceptionnel. métaphores dans Shrek, elles sont quand même très cool. Mais ils ont fait un autre film sur les insectes aussi. Enfin, il y en a plusieurs, hein, mais il y avait. Comment c'était trop mignon. C'était Minuscule. Ça s'appelait Minuscule. Et c'était l'histoire. Le premier, c'était l'histoire d'une petite coccinelle qui se retrouve séparée de sa famille. Et du coup, elle s'allie à une espèce de clan de fourmis. Et en fait, elles sont poursuivies par des fourmis rouges qui sont méchantes. Il leur arrive plein d'aventures. En plus, il n'y a pas un seul dialogue, c'est vraiment que des petits bruits. Et ils arrivent à te transmettre des émotions de ouf, genre... Et ouais, Ah, j'adore. c'est à L'animation voir. a l'air Si tu trop connais cool. pas, c'est vraiment super mimes. Moi, si un jour je veux voir des insectes Ouais. petits. J'ai du mal un peu avec les films où il n'y a pas de dialogue. Est-ce que tu as vu Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, un truc comme ça? Ouais, Flo, il y a un truc autre où c'est plus contemplatif. Ouais, mais j'y avais du mal. Moi, j'ai adoré, mais j'avoue, faut pas le regarder après une grosse journée de travail parce que tu t'endors, quoi. Et moi, trigger warning, mais peut-être que ça n'a choqué personne. Moi, j'ai un peu eu phobie de tomber de l'avion. Vraiment de sortir de l'avion et de tomber dans les airs, tu vois. Et il y a une scène où il se fait balancer. Bah, du coup, le chat se fait Par jeter l'oiseau, je sais par pas. l'oiseau. Ouais. Il est tellement haut et la chute. Mais ça m'a créé une angoisse. Ouais, on a tous nos trucs hein, dans les films. Hein. Les films hyper enfermés, genre, bon, c'est d'une autre génération, mais genre Cube. Moi, je suis une grande consommatrice de films d'horreur. Et surtout psychologique, genre thriller et tout ça. Cube, c'est hyper inventif, je peux pas le regarder. Vraiment, je fais une crise de claustrophobie par procuration, quoi. Avant de passer au tatouage, parce que là, j'ai l'impression qu'on va se perdre. Vu que tu regardes des films d'horreur, c'est quoi ton top 3 de films d'horreur? Ou est-ce que t'aimes pas classer? Oh, dur. Je sais pas si je vais réussir à te sortir 3 trucs là dans ma tête. Ou alors ceux qui t'ont marqué? Ceux qui m'ont marqué, ouais, je pense que je vais faire juste à la sensibilité. J'ai beaucoup aimé Mister Babadook. Moi, j'aime bien les films d'horreur, mais j'aime bien que je suis quelqu'un de très poétique et j'aime la symbolique, donc il faut que ça ait du sens quand même. Genre, des fois, je regarde un film d'horreur parce que j'ai envie de voir un gros monstre qui va bouffer tout le monde, mais c'est pas hyper quali, quoi. Ou alors, je regarde parce que le monstre, il est trop bien designé et juste, c'est trop fun. Genre, je pense que je suis une fan indubitable de Alien. Les 4 premiers, hein, la suite, c'est pas la même chose pour moi. Les 4 premiers étaient juste... Ils sont discutables tous pour des raisons différentes, mais j'avoue que, bon, on va dire que ça rentre dans le top, même si c'est pas vraiment film d'horreur pour moi, mais c'est une vraie œuvre d'art. Et puis bon, Sigourney Weaver, quand même, qui prévient tout le monde qu'ils vont se faire niquer la gueule et que personne n'écoute, et à la fin, elle s'en sort avec son chat. Genre, warrior, quoi. Qu'est-ce que j'ai aimé beaucoup d'autres? Un dernier. Discutable. Il y a plein de gens qui sont hyper perturbés. Moi, j'aime bien les trucs très bizarres. Mais j'ai bien aimé Midsommar.
Il y a plein de gens qui sont traumatisés par ce film. Même si, là on va toucher à un sujet qui peut être proche du tatou, j'en ai un peu marre qu'on montre toujours beaucoup cette image de toutes les cultures païennes, scandinaves, de façon... voilà, c'est toujours de l'horreur, ou c'est toujours des gens qui vivent au fin fond d'une communauté et qui parlent à personne et qui font des rituels chelous. Mais c'est parce que ça me touche personnellement, mon point de vue spiritualité, quoi. Mais en tout cas, cinématographiquement, j'ai trouvé ça génial. Je vais revenir au tatou sans faire exprès, mais je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai une spiritualité qui est extrêmement proche de la mythologie scandinave et de ces choses-là. Et du coup, j'ai un rapport aux runes, par exemple, qui est hyper important. Et c'est très intime et personnel, ça me regarde que moi, tu vois. Mais du coup, quand je vois des gens débarquer ou demander des runes parce que ils ont vu sur Pinterest que ça veut dire amour, bah comment te dire, en fait, ça me fait un peu le même effet que les gens qui arrivent avec des idéogrammes chinois et qui vont se retrouver avec crevettes marquées sur le dos parce qu'en fait, c'est des sujets, c'est des cultures, faut fouiner un peu ton sujet avant de débarquer avec quelque chose. Et on en a beaucoup parlé ces derniers temps avec les tatouages amazigh. Je pense qu'il y a une limite entre l'appropriation culturelle et quelque chose qui te parle. Moi, je suis pas d'origine scandinave. Enfin, moi, je suis un mélange de grec et de russe. Les runes, tu sais pas forcément ce que ça fout là, mais je les tire, ça me parle. Et ça a un impact. Une rune, c'est une sorte de talisman. Quand tu la portes, tu es censé la porter pendant un temps pour qu'elle agisse. Si tu commences à dévier du chemin et de l'intention que tu as posée avec, ça va te revenir dans la gueule très fort, quoi. Et du coup, les gens qui ont des runes tatouées un peu à la va-vite et qui sont là en train de me dire que juste ils ont vu que ça symbolisait l'amour, la paix ou la bienveillance, je suis un peu là, genre, t'as intérêt à la porter et à connaître l'intensité parce que sinon ça va te revenir fort dans la gueule. Et voilà, c'est personnel, ça concerne que moi, donc du coup j'ai décidé que je ne tatouais pas les runes aux gens que je ne connaissais pas. Et je le fais de façon intime et personnelle avec les gens qui me sont proches. Mais je refuse les tatouages de runes si je connais pas du tout la personne et parce que je me sens pas alignée, quoi. Et qu'il y a eu cette série Viking qui a remis au goût du jour toute une mythologie et toute une culture et ça me fait un peu l'effet de, je pense, quelqu'un qui a une culture berbère à qui on va demander des tatouages amazigh sans avoir aucune notion du sens que ça a et de l'histoire que ça a derrière. Mais bon, je pense que tous les tatoueurs ont leur bête noire sur ces sujets-là. De quelle culture ou quelle spiritualité a du sens pour toi et n'en a pas du tout pour les gens autour qui ont un rapport au tatouage des fois un peu consommateur, quoi. Ouais. Moi, je trouve que sur les tatouages un peu, on va dire, culturellement chargés, enfin, déjà, de base, je pense que c'est pas choquant de dire ça. Trouver son tatouage sur Pinterest, c'est pas la vibe. Pas Franchement, très bon signe maintenant, c'est clair. genre, Ouais. vraiment, je suis en mode, si vraiment t'as trouvé des trucs, fais-toi un mood board, donne-le à quelqu'un. Et Ouais. vérifie que la personne qui tatoue soit en mode, vas-y, je te fais un truc avec tout ça, mais donne pas un truc. Enfin, juste par respect pour Bah, le le travail souci des gens. avec Pinterest, c'est qu'en fait, on va finir par se retrouver à un moment donné avec des gens qui ont tous la même chose parce que ça se renouvelle pas. Mais c'est même pas ça, en fait. Le Et problème c'est. avec Pinterest, au-delà de ça, c'est qu'il y a des gens qui veulent pas que leur travail aille sur Pinterest et leur travail se retrouve sur Pinterest. Il y a une youtubeuse qui avait fait un tatouage, c'était un projet perso, elle l'a retrouvé sur Pinterest, tatoué sur quelqu'un d'autre. Un truc avec en plus une symbolique de ouf et d'être en mode bon bah il y a quelqu'un qui juste l'a repris Bah, ce quoi. qui est hyper dommage, c'est qu'en fait, le tatouage, c'est genre vraiment c'est une histoire de connexion avec une personne. Tu passes du temps, en fait, y a pas que... Enfin, moi, je dessine, mais j'ai l'impression qu'en fait, je crée aussi avec la personne, parce que je crée en fonction de ce qu'elle a envie, ce qui fait sens pour elle. Le jour où on pose le tatouage, on adapte en fonction de son corps, de ses envies, de ce qui lui parle. C'est une véritable création à deux, en fait. Et du coup, c'est tellement dommage, des fois, d'avoir des gens qui arrivent... c'est normal, quand toi, tu es dans un milieu artistique, tu as toujours plein de références. Et il y a plein de gens qui n'ont pas forcément cette culture ou cette curiosité. Donc du coup, les gens, ils vont arriver avec des envies de lotus ou de phénix parce qu'il y a une renaissance. C'est un peu genre les représentations que tout le monde connaît. Si vraiment c'est ça qui te parle, déjà, on peut créer quelque chose d'unique pour toi. Mais des fois, c'est aussi cool de suggérer aux gens d'aller chercher pourquoi, c'est quoi l'histoire derrière, c'est quoi le chemin.
Et en fait, des fois, tu te rends compte que les gens, ils ont juste parfois besoin qu'on leur propose des choses, ça fait partie du travail. Et de leur dire, en fait, moi, ton histoire, elle me parle. Est-ce que tu connais l'histoire de cette plante, la symbolique de cette chose Et puis des fois, tu pars sur complètement autre chose qui, dans la culture commune, n'a pas du tout la même symbolique. Mais pour la personne, ça a un sens pour elle, ou ça symbolise un moment, un endroit, et du coup, c'est ça que tu vas transformer et donner le sens d'eux. Et c'est ça qui est merveilleux dans le tatouage, c'est que tu peux raconter une histoire et fabriquer de la magie et une synergie avec quelqu'un. Du coup, quand tu as des gens qui arrivent avec des projets un peu très simples au départ, je pense que c'est un juste milieu entre les écouter et aller leur proposer en fait peut-être tout un monde qu'ils ignorent, plutôt que de juste bêtement pondre ce qu'ils veulent, alors qu'en fait des fois quand tu leur proposes d'autres choses, ils se rendent compte que l'idée était là, mais ils n'avaient pas connaissance de tous les possibles. Mais en fait, c'est des gens qui veulent un tatouage, qui n'ont pas forcément une sensibilité à tout ce qui peut être fait, déjà dans un premier temps, qui ont une idée du tatouage, mais de très loin. Et en fait, du coup, ils se disent, bah attends, un phénix, parce que c'est aussi des images que tu arrives à concrétiser, tu vois. On a Il tous y en a vu plein. on a tous vu des tatouages d'un lotus, d'un symbole, d'une lettre chinoise, enfin, je sais même pas comment on appelle ça, mais un tatouage en arabe qui voulait dire crois en toi, mais où il y a écrit autre chose, tu vois. Ouais. Et du coup, tu te dis, ouais, je vois ça, mais en même temps, en fait, quand tu commences à plonger dans le monde du tatouage, tu te rends compte de tout ce qui peut être fait. Et ça, en fait, je trouve que c'est un peu la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui, quand tu commences à te faire tatouer, t'as envie de faire plus de tatouages. C'est vertigineux, ouais. Parce que t'es en mode, attends, mais on peut faire ça. En plus, c'est en mode, ah, attends, on peut faire ça avec du handpoke. Mais quoi? Attends, mais tu vois, et du coup, ça t'ouvre des possibilités que toi, tu connaissais pas avant. Et je pense que c'est pour ça qu'il... Ouais, ça revient un peu sur le début du podcast, mais ouais, ça mériterait d'avoir, je sais pas, un petit Pinterest, mais avec juste des vrais travaux de personnes qui tatouent. Ouais. D'être en mode, bah attends, aimes-tu la mythologie grecque? Regarde tout ce que tu peux faire, Ouais, tu parce vois. que t'as les chouettes sujets et après t'as le style. Ouais, Et puis après t'as la connexion avec quel tatoueur parce que ça connecte avec cette personne et pas forcément une autre. Mm. C'est vraiment un boulot de dingue. Tu fais jamais la même chose, quoi. ouais. Et c'est toujours des nouvelles connexions. Mais pour en revenir sur les tatouages culturellement chargés, tu vois, parce que t'as parlé des tatouages amazir et tout, parce que moi c'est plus ce que je connais. Et je pense que, au-delà appropriation culturelle ou pas, je pense que tant que la. Après, ça c'est mon opinion, hein, mais voilà, quoi, chacun fait ce qu'il veut. Je pense qu'il faut, que la personne qui se fait tatouer ait une conscience de, attends, ce que t'as en fait sur le corps, déjà c'est des années et des années, mais tu te rends même pas compte de culture qui a traversé le temps. Ça a du sens, et c'est pas juste un motif Pinterest. Même si toi, t'as pas toute la compréhension. Ouais, moi je suis pas forcément arrêtée sur l'appropriation culturelle. Enfin, il y a des choses que je ferais pas Ouais. parce que moi j'ai aucune connaissance. Après, tu vois, ça m'est arrivé de faire des tatouages à Mazir. Moi, j'ai aucune légitimité, entre guillemets. Mais par contre, la personne qui venait me le demander était à Mazir. Et on avait une super connexion toutes les deux. Donc en fait, quelque part, c'est elle qui amène quelque chose qui est important pour elle. Et elle vient juste chercher une personne avec qui ça a matché. Et je pense que c'est l'avantage de la mondialisation. C'est qu'on vit dans un monde où maintenant tu peux découvrir des cultures que tu n'aurais peut-être jamais découvert avant. Et du coup, je pense que c'est chouette, c'est juste ponce le sujet. Est-ce que vraiment ça te parle ou est-ce que c'est juste un crush visuel? Juste explore quoi. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu sais l'histoire qui va avec? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que juste tu es au courant de ce que tu vas ancrer dans ta peau et porter toute ta vie après? Mais après, c'était mon deuxième point, c'était... moi, je pense qu'il faut que déjà la personne qui te le fait soit aussi un peu consciente de l'acte. Ouais. En fait, moi, ça me dérangerait plus qu'il y ait une personne qui n'est complètement pas Mazir, qui n'a pas rencontré des personnes à Mazir, qui n'a pas lu, se renseigner. Moi, je pense qu'il faut quand même rencontrer quelques personnes. Mais Ouais. voilà, quoi. Et qui en fait son gagne-pain. Ça, c'est plus... Moi, c'est un peu la partie où je suis en mode, non mais attends, faut pas abuser non plus. Ouais. Après, tu vois, si il y a certaines personnes qui tatouent, qui en font quelques-uns, parce qu'il y a des gens, c'est... Je sais pas, ils reprennent des tatouages de leurs grands-parents. Il y a une raison, tu vois. Oui, en fait, c'est toujours le sens. Voilà. Moi, ça m'est arrivé de faire des choses qui n'étaient pas du tout de mon univers, mais c'était des gens qui venaient me demander par leur histoire ou des choses comme ça. Et du coup, ça a du sens pour eux. Ils savent où ça se place, ils savent tout ce que ça implique. Et du coup, là, toi, t'es plus
que l'outil de passage. En fait, je pense que l'important, c'est le sens, quoi. Moi, c'est un truc qui me fait souvent dire que je suis au bon endroit ou me faire complètement flipper parce qu'en fait, si j'ai quelqu'un en face de moi, peu importe le tatouage, et que j'ai l'impression que c'est pas aligné ou que ça a pas de sens ou que c'est encore en maturation, enfin, je vais vraiment freiner des cas de fer et dire est-ce que t'es sûr? Est-ce qu'il faut réfléchir encore? Est-ce que ça a du sens pour toi? Et là, j'ai du mal, parce qu'en fait, il y a ce truc de conscience de là, on va quand même marquer ta peau pour toute la vie, en principe. Et au-delà de marquer pour toute la vie, c'est pas un acte anodin, il y a quelque chose d'un peu spirituel et de rituel qui se passe dans ces moments-là. Enfin, en tout cas, moi, je pourrais pas faire des trucs sans trop réfléchir, quoi. Je pense que le truc, c'est qu'aussi, juste le truc à retenir, c'est juste pas les tatous Pinterest. Enfin, Non. ça, On ça c'est oublie. sûr. Mais On va traîner sur Pinterest pour s'inspirer, mais on Ouais, fait pas du tout. Puis de toute façon, les tatoueurs, c'est pas des photocopieuses, quoi. t'as raison de vraiment poser les questions. Parce qu'en fait, t'es en mode, c'est super éphémère. Tu vois? Ouais. Bah c'est... Ouais, il y a ce truc maintenant avec les réseaux sociaux où c'est de la trend, quoi, en permanence. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de tatouages. Hein. Ouais, il y a eu une grimpée de tatouages et d'accès aux tatouages. Et du coup, maintenant, t'as beaucoup plus de gens qui reviennent en arrière et je pense que c'est bien aussi. Mais moi, j'ai aussi fréquenté plein de gens qui étaient d'une ancienne génération du tatou et qui disent que bah, ils ont fait plein de conneries et qu'ils ne les retiraient jamais. Ça fait partie, c'est un souvenir d'une période de leur vie. Et qui du coup sont contents de le... Même si aujourd'hui ça leur donne une dégaine de se dire oh là là, y a aucun sens, bah ils se disent aussi que en fait ça fait partie de leur histoire. Et moi c'est ça qui est beau, le tatouage ça challenge ce truc du premier rapport humain que t'as, ou le premier échange que tu vas avoir avec quelqu'un, c'est vraiment le visuel. Ah, mais ça, c'est sûr. Est-ce que je vais vers cette personne ou pas? En fait, que tu sois tatoué ou pas, c'est le premier sens que tu vas utiliser. Et moi ce que je trouve beau, c'est que le tatouage ça a de ça de subversif qui fait que il y a d'autant plus de choses à regarder et du coup, si tu veux en savoir plus, t'es obligé d'aller fouiner et d'aller découvrir la personne et de gratter les couches, de voir les nuances derrière. Et du coup, c'est un peu pour ça aussi que bon, moi j'ai grandi dans un milieu hyper libertaire, mais c'est un peu aussi pour ça que genre j'ai le crâne, alors j'ai pas non plus une esthétique, une apparence hyper tranchée, mais j'ai quand même le crâne tatoué et rasé. J'ai des goûts vestimentaires assumés certains jours. Et du coup, les gens me disent des fois, mais ça te gêne pas qu'on te regarde ou quand même t'as un style? Et je me dis, bah en fait, de toute façon, que je rentre dans la norme ou pas, va y avoir jugement. Donc en fait, c'est bien, plus je suis moi-même extérieurement, plus ça va faire le tri des gens qui n'ont pas du tout envie de venir vers moi. Et plus ça va envoyer une image aux gens de je suis à peu près ça. Et du coup, si t'es curieux, bah, on a peut-être des choses en commun, quoi. Et c'est ça qui est beau dans le tatouage, c'est que ça te fait lâcher le truc du physique parce que bah, ça te demande de passer le cap, de te dire je vais me tatouer ça parce que j'en ai envie et que ça fait sens pour moi et le reste de la planète, on s'en fout. C'est hyper libertaire et en même temps, ça envoie aussi un message de ce qui est important pour toi, quoi. Mhm. Je pense que s'il y a un retour du tatouage en France, je vais parler pour la France parce que je suis en France et que j'ai pas tant voyagé que ça. J'ai l'impression qu'en France, on est fâché déjà avec la notion de Dieu. Et pourtant, je suis pas croyante du tout, hein. Mais on a un manque de spiritualité qui est énorme. Et je trouve que, enfin, moi, je pense que je suis un peu connectée à ces choses-là. Et je suis pas croyante, mais on va dire que je suis spirituelle. Et le tatouage, c'est pas anodin. Et on parle toujours du tatouage dans les îles, au Japon, comme si c'était un peu... bon, là, je vais dire un truc, peut-être que je vais me mettre des gens à dos, mais il y a un espèce d'effet, le mythe du bon sauvage, quoi. C'est légitime et c'est beau quand ça vient de l'autre bout du monde C'est exotique. parce que c'est exotique et parce que c'est dans leur culture. Mais en fait, si tu vas faire des recherches en Europe, les Celtes se marquaient le corps, que ce soit permanent ou non. Les Pictes se marquaient le corps. Il y a plein de... En fait, en France et en Europe, ça se faisait tout autant. Mais en France et en Europe, on n'a que la mémoire des marins, des taulards, de la Shoah.
Et moi, ça me fait un peu chier parce que je pense que si en France c'est autant revenu le tatouage, c'est aussi parce que je pense que les gens, ils ont besoin de connecter, quoi. Et ça se voit, enfin, t'as plein de gens qui rentrent dans les shops, c'est pas forcément les projets les plus excitants en règle générale, hein, mais c'est souvent des super belles rencontres, et les gens qui rentrent pour marquer leur famille, leurs enfants, leurs grands-parents, que ce soit par des prénoms, des dates de naissance ou des symboles. Et ça, il y en a beaucoup. Et en fait, je pense que les gens ont besoin de revenir à un besoin de passer à un rituel à un moment donné. Soit parce qu'ils ont vécu une période dure, soit parce qu'ils s'en sont sortis, soit parce qu'ils ont besoin de se célébrer, ou de marquer leur appartenance familiale, ou leur appartenance à une communauté en particulier. Et en fait, ça, c'est un rituel hyper important, quoi. Mais on le conscientise pas tant que ça, je trouve. Bah, je pense qu'il y a des trucs qui se perdent parce que forcément, avec l'histoire et tout. Enfin, tu vois, même avec l'histoire de la guerre, l'après-guerre, tu vois, les gens, ils avaient autre chose, entre guillemets, à faire. Oui. Je pense que du coup, ça se perd. Et puis, je pense aussi avec la mondialisation, le fait que ça devienne lisse un peu partout. Enfin, tu vois, ce qui est marrant, enfin marrant, un truc à réfléchir, c'est que on était en école d'ingé. Il y avait moi, du coup, Afrique du Nord. Il y avait une amie brésilienne et une française. Et on parlait des séries qu'on regardait quand on était ado. Et on regardait tous la même chose. Et est-ce que ça, c'est pas une énorme dinguerie? Enfin, C'est c'est... vrai que notre génération, elle est vraiment on est né dans la mondialisation, quoi. On n'a pas vu le truc naître, on est né dedans, quoi. Et le seul truc qui est différent encore aujourd'hui, qui reste marqué, c'est la nourriture. Parce que la nourriture, Ouais. c'est plus culturel, c'est aussi très lié au local, c'est aussi très lié à l'histoire, Ouais, c'est aux familial, traditions. Ouais. C'est un moment de regroupement. Mais en fait, tu regardes nos vêtements, je suis sûre qu'à 15 ans, on mettait tous des slims, pantacourts avec des petits tops et des écharpes Ouais, qui sur servaient à notre rien. génération. Mais il suffit de voir quand tu voyages maintenant dans n'importe quelle ville. Moi, je voyage pas de ouf, mais j'adore découvrir des endroits. Et des fois, maintenant, ça me saoule. T'arrives dans des villes et en fait, t'as H&M, Starbucks, partout. Mais moi, je veux voir moi, je veux rencontrer des gens du pays où je vais Ouais. et je veux vivre avec eux et découvrir la culture et avoir une vraie expérience d'échange. Mais H&M et Starbucks, ça m'intéresse pas, quoi. Et va trouver maintenant dans les villes les petites rues où il y a encore des vrais magasins avec une vraie vie et une vraie histoire. C'est hyper dur. Mais parce qu'aujourd'hui, enfin, H&M et Starbucks, c'est aussi, ça rentre dans l'histoire, tu vois. C'est ça plutôt qui est dommage. C'est Oui, qu'en fait, tu regardes et tout le monde va acheter la même chose, même si en vrai, il y a... Les menus ne sont entre guillemets pas toujours pareils, mais c'est pas non plus des trucs fifous. oui. C'est Et, très, très policé quand même. Ouais. et du coup, bah, c'est pour ça que même notre façon d'exister, en fait, c'est très policé. Juste réfléchis à le standard de beauté de la maigreur dans le monde entier, Ouais. c'est impossible. C'est impossible, même si je suis très nulle en histoire, et c'est pas vraiment le truc qui m'intéresse, moi c'est plus l'histoire de la nourriture, comme je te disais. Mais tu vois, c'est impossible que sur tous les continents, c'est dit, ce qui est beau, c'est être blanc et maigre, avoir les cheveux lisses et longs. C'est impossible. Ouais. Tu creuses un peu, et tu te rends compte que bah, les standards de beauté, c'était pas la même chose, et pourtant... On a tous grandi, Ouais. je dis tout, hein, même si un peu les mecs, mais pas non plus au niveau des femmes. On est plus impacté en tant que femme, quoi. Voilà, tu grandis et tous, on avait les mêmes... te rends compte. L'autre jour, ma copine elle est venue me voir, elle m'a dit j'ai vu une pub honteuse. Elle me l'a envoyée sur Instagram. C'était une pub pour un blanchissement de peau. C'est une crème qui blanchissait ta peau. Ouais. Et je lui ai dit mais tu sais que quand j'étais en primaire, c'était une pub qui passait à la télé. Hmm. Dans un pays où, je suis désolée de vous le dire, 80% des gens ne sont pas blancs en fait. Ouais. Enfin, Ah oui, puis moi je trouve ça tellement. En plus, moi j'ai fait des études d'histoire de l'art pendant longtemps. Et du coup, tu apprends les canons différents et les critères de beauté qui ont changé à travers les âges. C'était pas du tout les mêmes. Enfin, il y a une époque où où une femme maigre, c'était pas beau et il fallait être hyper bien en chair. Et du coup, tu regardes ces espèces de critères de beauté en te disant, mais il y a tellement de variétés possibles, c'est juste boring si tout le monde se ressemble. T'as envie de variété, de richesse, d'échange, de différence. C'est plus beau enfin, je sais pas, quand tu regardes un paysage, s'il y a que des platanes, tu te fais un peu chier, quoi. Alors que s'il y a toute une forêt avec une montagne derrière, plein d'arbres et de couleurs différentes, c'est tout de suite un peu plus riche et stimulant, quoi. ouais. En fait, c'est quand tu te rends compte que ton apparence est politique
Ouais. et que, en fait, tous tes choix sont toujours dictés par une circonstance et par des personnes. C'est le speech de dans le diable s'habille en Prada, mais c'est réel en fait, et c'est juste, je pense qu'il y a des fois, faut aussi se donner le choix, enfin même pas se donner le choix, mais juste être conscient, en fait c'est ton apparence, tu vois. Si t'as envie demain de te raser le crâne Ouais. et te mettre en short de rugby alors que tu fais pas de rugby, enfin tu Oui. vois, il y a des... juste genre, ouais, même à travers ton existence, tu peux voir où est-ce que, comment t'es dans la Ouais, et puis société. déjà, il y a juste. Enfin, après, c'est peut-être très individuel, hein, mais en fait, allez, on va dire, soyons hyper positifs, tu vas vivre 100 ans. Ces 100 années, elles sont pour toi. Du coup, enfin, vis-les pleinement, vis-les pour toi. Enfin, si tu prends la tête à essayer de rentrer dans des standards pour les autres, tu passes à côté de toi, quoi. Et pourtant, Et du coup, moi, c'est ce que je dis aux gens aussi, hein, dans l'autre sens, parce que maintenant, c'est hyper à la mode. Et c'est devenu un vrai métier. Avant, c'était une passion. Et même avant, c'était vraiment juste une pratique de passage de rite, quoi. Mais maintenant, le tatoueur, c'est un travail. C'est pas une obligation d'être tatoué. Moi, j'étais pas sûre de passer le cap, alors que je savais déjà que je voulais tatouer, tu vois. Enfin, et je pense que tu peux. Enfin, c'est pas une. Ouais, c'est pas d'office un truc à faire, quoi. Je trouve c'est difficile des fois déjà de sortir de modes qui sont tellement présentes autour de toi et de se dire bah non, en fait, moi ça me parle. Enfin, moi j'ai des clients des fois qui me disent moi j'ai pas de tatouage, je sais pas, et je leur dis mais il y a aucune. En fait, si t'es bien comme t'es toi et que voilà, puis il y a pas de. Ça se trouve, ça te prendra 60 ans et tu te feras un truc parce que ça aura du sens à ce moment-là. Et puis c'est très bien. Enfin, il n'y a pas besoin de se poser plus de questions que ça, quoi. Mais c'est vrai qu'on vit dans une société où bah, c'est très. C'est le premier sens que tu utilises, c'est la vision, quoi. Et du coup, c'est un peu toujours un truc en évolution, quoi. C'est en même temps très beau et en même temps parfois très particulier, quoi. parce qu'on n'a pas du tout parlé de tatouage et qu'on arrive à la fin de ce podcast. Allons-y. T'as quand même des flashs ou pas? J'ai plein de flashs. En fait, moi, je dessine maladivement. Je crois que quand j'arrive en convention, j'ai genre 5 ou 6 carnets de flash. Les gens savent pas quoi choisir. Mais j'adore dessiner, donc je vois pas pourquoi je me priverais de partager tout ça. Ouais, j'ai des flashs, les gens prennent les flashs aussi. Et puis il y a les gens qui craquent sur un flash et qui ont envie de le travailler plus. Et puis il y a les gens qui viennent avec des projets. J'adore créer avec les gens, quoi. J'adore écouter l'histoire ou pas, ou l'envie. Des fois, c'est juste esthétique, hein. Le sens, il est inconscient ou vraiment pas présent. Moi, j'aime beaucoup travailler à la commande. Mais après, il y a aussi les petits trucs que je dessine parce que j'ai grave envie de les tatouer un jour. Donc, il y a des flashs qui sont dans les carnets. Des fois, j'attends quoi, que je tombe sur la personne qui a ce truc-là en commun avec moi pour partager, quoi. J'adore parce que je regardais du coup justement tes flashs, t'as beaucoup de bouches, qui n'est pas un motif que tu vois souvent. Je pense que ça, c'est un mix entre mon pied dans l'érotisme et le fétichisme qui commence à prendre de plus en plus de place dans le tatouage pour moi, ce qui est assez cool. Et je sais pas, je trouve que c'est beau une bouche. Et en fait, j'en ai fait quelques-unes au tout début où je tatouais parce que je trouvais ça fun et que ça m'inspirait, hein. Je réfléchis pas forcément plus que ça. Et en fait, on m'en a demandé de plus en plus. Ah ouais, Et trop du coup, marrant. j'ai fait des bouches vampires, des bouches avec des tentacules. C'est toujours quand même assez sensuel en général, mais bon, je pense que j'ai arrêté de nier cette part de mon travail. Mais, euh, mais ouais, j'ai fait quoi? Vampire, tentacules, Flamme. papillons, flammes, fleurs. Euh, ouais, j'aime bien les bouches. Marrant aussi, du coup en parlant de papillons de nuit, tu tatoues énormément de papillons de nuit. Paradoxalement, pas tant que ça, je crois. Mais du coup si tu les kiffes parce que ils sont... J'adore ça. J'en ai Ouais, plein, j'en ai pas tatoué autant que j'en dessine. Après, j'ai moins mis l'accent. En fait, quand je me suis lancée dans le tatouage, j'ai vraiment mis l'accent sur les insectes. Parce que c'était clairement l'obsession du moment et que ça me semblait être quelque chose de facile pour me dessiner, pour me lancer. Et en vrai, je suis très nature et très très organique, que ce soit figuratif ou pas. Je fais de plus en plus de free-hand avec de l'illustratif et de l'abstrait. Et ça, c'est juste fabuleux. Mais ouais, quand même très, très insecte ou très organique, quoi.
Et puis j'aime bien un peu faire des choses que... J'aime bien toujours mettre ça dans mon art. Le côté un peu... de mettre des choses qu'en règle générale les gens n'aiment pas ou trouvent un peu dégoûtantes ou un peu perturbantes et les tourner d'une façon à ce que ça sublime. C'est un peu tout gagné quand les gens regardent mes dessins et me disent waouh, c'est un peu bizarre ou un peu perturbant, mais en même temps je trouve ça hyper beau. Là j'ai l'impression d'avoir tout gagné quoi. De montrer, en fait on en revient au visuel et à la beauté et au canon de beauté, mais de montrer que les choses sont belles, que juste il faut prendre le temps de les regarder. Et ça, c'est un truc, je pense, c'est une obsession d'enfant, quoi. Mais après, en fait, quand tu parles de perturbant, c'est vrai qu'il y a certains dessins qui sont un peu, on va dire, dans l'étrange. Mais en fait, c'est pas dessiné pour que ça soit étrange. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a des personnes qui dessinent, qui embrassent. Embrassent. Je sais pas comment on dit. Embrasse, ouais. Embrassent l'étrange et le creepy et le bizarre. Ouais, moi Alors que j'adore toi, le creepy et le bizarre, mais je sais pas, j'ai besoin. Je pense que c'est parce que j'essaye d'y mettre de la sensualité et du coup ça finit par devenir quelque chose d'hyper acceptable visuellement. effectivement. Après, il y a ce que, enfin, il y a les projets qu'on voit beaucoup et il y a ceux qu'on voit beaucoup moins parce qu'ils sont pas publiables sur Instagram ou parce que c'est des choses plus intimes et personnelles que les clients n'ont pas voulu poster. Et puis il y a mes dessins. Je prends pas le temps de m'en occuper, mais là ça va changer un peu cette année. Je montre beaucoup moins mon travail artistique. Et là, je suis beaucoup plus dans le creepy, toujours très érotique et très sensuel, mais dans les zones où je peux me lâcher, je pars plus dans des trucs vraiment... Parce que quand tu dessines pour le tatouage, il y a... avoir un vrai style, souvent ça te démarque, mais du coup tu trouves un peu ta communauté. Mais des fois tu te dis aussi qu'il faut manger, et du coup tu fais des choses plus un peu plus polissé ou un peu plus acceptable. Et puis il y a des projets de dingue que tu dessines où tu te dis personne ne voudra jamais se faire tatouer ça, quoi. Je me rappelle, j'avais fait 2 petites sèches, les animaux là qui sont un peu comme des poulpes. J'avais trouvé ça dans un bouquin naturaliste. J'ai une collection de bouquins naturalistes chez moi, ça vire à l'obsession. Et c'était leur méthode de reproduction. Et donc en fait, techniquement, elles sont en train de faire l'amour. Hein. Mais en fait, on dirait qu'elles se font un bisou. Et vraiment, c'est pas les animaux les plus aimés du monde. C'est un acte d'amour ou de sexualité. Je me suis dit, ce flash ne va jamais partir. C'est trop spécifique. Et je dois avoir une communauté qui est littéralement neuroatypique comme moi parce que j'ai fait un événement et je crois que c'était genre le premier tatouage de la journée. Et il y a une nana qui est arrivée qui m'a dit, je veux celui-là. Et j'étais genre, waouh, il y a vraiment des trucs, tu penses que ça partira jamais, et en fait, tu tombes sur des individus, des individus comme toi, quoi. Mais après, parce que tu vois, les gens qui cherchent ça, ils le cherchent depuis très longtemps. Ouais. Ils sont là, ils sont en mode où est-ce que je vais trouver ce Ouais. truc. Et du coup, quand ils le trouvent, bah, ils sont là, tu vois. Ouais, mais ça c'est assez ouf parce qu'il y avait des trucs que je voulais faire en tatou depuis des années et je me disais ça marchera pas ou je sais pas, et puis en fait tu postes des dessins et les gens ils viennent te voir pour te dire waouh putain, mais en fait je cherchais un truc érotique depuis tellement longtemps et je trouvais que des trucs qui me plaisaient pas ou qui étaient trop pas dans le style que je voulais, et du coup tu te dis en fait faut vraiment suivre ton intuition, il y a des gens comme toi sur la planète, vas-y quoi. Ouais. Ouais. Plus tu seras toi, plus tu connecteras avec des clients qui matchent avec toi aussi, je pense, quoi. Mais ça décrit très bien ton style dans la sensualité et tout. Ah, c'est bien. C'est une belle façon de finir ce podcast. Merci beaucoup pour ce compliment. Est-ce que tu as un sujet dont tu voulais parler, dont on n'a pas parlé? Ah, cette fameuse question. Je crois pas. Non, je vais faire de la pub. Venez nous voir chez Atelier M à Belleville. On est une équipe d'amour avec plein de gens super différents, mais des super humains. Et on vient tout juste d'ouvrir, et c'est le printemps, et on a juste hâte de rencontrer des gens merveilleux. Venez nous voir. Voilà, c'était le moment en communication. C'était la question qui venait après. Très accessible en métro, je tiens à le dire. C'est vrai, et dans Ouais. un super quartier. Belleville, c'est pas Paris. Belleville, c'est l'humanité qui se mélange et qui partage. Et ça, franchement, c'est un quartier incroyable où travailler, quoi. Avant la gentrification imminente. Qui arrive partout, malheureusement, de toute façon. Il faut résister, il faut pas se laisser faire. Ouais.
Mais écoute, merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps. Bah, merci à toi, c'était super chouette. Encre des lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, aka Songbird.